Alors, ce qui se passe, c'est que, comme le disaient mes prédécesseurs, en Russie, bon, on a quand même 27 millions de morts. Il n'y a pas une famille en Russie et dans l'ex-URSS d'ailleurs, parce qu'il n'y a pas eu que les Russes qui ont combattu, toutes les républiques soviétiques ont participé. Il y a eu des pertes quand même énormes, par exemple au sein de la RSS d'Ukraine et d'autres républiques socialistes soviétiques. Et d'ailleurs même le président lui-même, Vladimir Poutine, je rappelle, son frère aîné qu'il n'a jamais connu, est mort à cause du blocus de Leningrad. Sa mère d'ailleurs a failli y passer aussi. Son père a été blessé. Donc il n'y a pas une famille en Russie qui n'a pas été impactée d'une façon ou d'une autre. C'est-à-dire soit dont effectivement un grand-père ou deux ont été tués, ou des grands-mères qui ont parfois été des partisanes ou qui ont elles-mêmes combattu. Il y a pas une famille qui n'a pas été touchée d'une façon ou d'une autre. Et on le voit d'ailleurs lors des célébrations du régiment immortel. Les gens viennent avec des photos des grands-pères qui ont combattu, de la grand-mère qui était peut-être infirmière sur le front, ou qui était dans les réseaux de partisans, etc., etc. Et donc il y a pas, enfin moi je connais personne ici, en tout cas par exemple dans le Donbass, qui a pas un membre de sa famille qui a pas été impliqué d'une façon ou d'une autre dans la guerre. C'est-à-dire soit des gens qui ont été déportés, soit des gens qui ont été assassinés par les Allemands ou par les nationalistes ukrainiens d'ailleurs de l'époque qui collaboraient avec l'Allemagne nazie, où ils ont tous un ou deux grands-pères, un minima, qui ont combattu. Donc pas forcément qui sont morts sur le front, mais qui ont combattu. Donc toutes les familles en Russie et dans l'ex-Union soviétique ont, on va dire, des histoires de famille qui sont liées à la guerre. C'est pas forcément le cas dans des pays comme la France, qui, comme l'a rappelé d'ailleurs ici lors des célébrations du 9 mai, le chef du mouvement de la République de Donetsk, Alexei Muratov, il a rappelé quand même que la France, comme la Pologne, se sont rendus en à peine quelques semaines, on va dire, de conflits actifs, alors que l'URSS, elle a tenu pendant plusieurs années jusqu'à la fin. Et donc, clairement, entre le ratio de pertes et puis le fait que c'est quand même l'URSS qui a infligé le plus gros des pertes à l'Allemagne nazie, bah oui, pour eux, c'est quand même intolérable d'essayer de réécrire l'histoire, comme l'a fait Hollywood, hein, qui a essayé donc maintenant, qui a fait passer en Europe de l'Ouest sa petite réécriture, vite fait, bien fait. Et donc maintenant, si vous regardez, bah, si vous faites un sondage en Europe de l'Ouest, la majorité des gens croient que ce sont les Américains qui les ont libérés. La contribution de l'URSS est complètement passée sous le tapis. Il y a d'ailleurs une politisation très très forte des commémorations du côté occidental et pas du tout du côté russe. Si on regarde entre autres les commémorations à Auschwitz, où bah, la Russie n'est pas invitée alors que c'est quand même l'armée soviétique qui a libéré le camp. Bon, et le pourquoi de, on va dire, cette politisation côté européen, bah, tout simplement parce que, il faut se souvenir quand même qu'à la base de la création de l'Union européenne et de l'OTAN, bah, se sont trouvés un certain nombre d'anciens dignitaires nazis, quand même, je le rappelle. Hein. Bon, euh, faut quand même D'accord, ouvrir un livre d'histoire et se rendre compte que déjà, il y a quelque chose qui va pas. D'ailleurs, actuellement, en fait, c'est l'Allemagne, plus ou moins, qui a dicté voilà, ce qu'était l'euro, qui est une monnaie qui lui convient très bien, mais qui convient pas du tout à bon nombre d'autres pays européens, qui est en train de détruire leurs économies, littéralement. On va dire, on voit clairement qu'on revient vers une même politique que celle de l'Allemagne nazie, puisque maintenant l'Union européenne soutient un État ouvertement néo-nazi qui est l'Ukraine. Donc forcément, eh bien, ça les oblige à des pirouettes, parce que si vous célébrez, vous pouvez pas dans le même temps soutenir ouvertement un État néo-nazi et dans le même temps, eh bien, encenser ceux qui ont exterminé les nazis il y a 81 ans. Donc, en fait, l'Union européenne et l'Occident de manière générale se retrouvent dans une position, on va dire, de dissonance cognitive, où
donc ils ont institué donc ce jour de l'Europe pour cacher un petit peu sous le tapis ce qu'avait fait l'Allemagne nazie, ce qui permet actuellement à l'Allemagne de dire bon, on va se réarmer puis personne ne réagit. Déjà rien que cette annonce-là en fait aurait dû faire hérisser les cheveux à n'importe quel dirigeant des pays membres de l'Union européenne et aurait dû les pousser à mettre le holà immédiatement. Hein. C'est comme la remilitarisation actuelle du Japon, c'est un facteur de déstabilisation du continent. On voit très clairement que, eh bien, on trouve toutes les excuses du monde à l'Ukraine pour son apologie des collaborateurs de nazis. On va même jusqu'à des délires comme lors de l'attaque ukrainienne sur la région de Koursk, on a vu des chaînes comme LCI essayer de faire passer le symbole de la SS qui était clairement visible sur le casque d'un des soldats ukrainiens pour ah non mais c'est peut-être le symbole d'Azov hein, bon hein, on en est rendu à des stratagèmes absolument délirants pour cacher tous les symboles néo-nazis qu'arborent les soldats ukrainiens et ils sont nombreux pour essayer de cacher qu'en réalité, ben, ils ont fait ressortir la bête de la boîte de Pandore, ils la financent, ils l'arment, ils donnent des armes, du renseignement, et tout ça, forcément, ben, c'est un peu incompatible avec le fait ben, de reconnaître la victoire de l'URSS sur le nazisme. Hein. Vous ne pouvez pas à la fois faire l'un et l'autre, ou alors on est en pleine dissonance cognitive, et donc quelque part, il est logique que l'UE et l'Occident de manière générale réécrivent l'histoire, font en fait ce qu'a fait l'Ukraine avec Bandera, hein, Stepan Bandera, Choukevitch et tous les autres, c'est-à-dire de les blanchir, hein, édulcorer l'histoire de tous les petits éléments gênants, et puis on te les présente comme des héros nationaux, et puis hop, ça passe comme une lettre à la poste. Et c'est un peu ce qu'ils essayent de faire, et c'est pour ça que pour eux, le fait qu'en Russie, cette date soit commémorée de manière importante, que l'histoire se transmet de génération en génération, ça les embête violemment parce que eux, ils aimeraient bien faire en sorte que les jeunes Russes, ils oublient tout ça pour faire un Maïdan en Russie, comme ils ont fait en Ukraine, et mettre la Russie sous la coupe de l'Occident, comme c'était le cas dans les années 90. Sauf que ben, ça, les Russes, ils l'ont quand même bien compris. Ils l'ont bien compris. La leçon du Maïdan, elle a été bien retenue. Et ils ont compris que eh bien, transmettre l'histoire à la nouvelle génération, c'était pas une option. C'était un facteur important pour maintenir l'unité du pays dans le futur. Et donc, ben, maintenant, si vous voulez, ils sont vaccinés. Et ça, c'est un gros problème pour l'Occident parce que ça va être beaucoup plus compliqué maintenant pour eux, si vous voulez, d'essayer de miner la Russie de l'intérieur. Maintenant, on va dire que le peuple russe s'est vraiment consolidé, soudé derrière son président et derrière son histoire. Et les gens maintenant ne se laisseront plus comme ça dépouiller de leur vérité historique pour des jolies promesses venant d'un Occident qui maintenant quand même est apparu sous son vrai jour et là, maintenant beaucoup de Russes quand même se rendent compte que bah, ils s'étaient fait bien avoir dans les années 90 avec toutes les belles promesses qui leur avaient été faites.